voir un ambassadeur dans un pays souverain, un ambassadeur en tenue générale, venir prendre les devants, après son prédécesseur, qui lui aussi était français et qui nous donnait déjà les informations sur Paul Biya. Cela veut dire que les grandes puissances, ou alors ceux qui ont installé Paul Biya comme leur valet, et aussi comme leur agent des sectes, des loges, cela veut dire qu'eux-mêmes sont déjà inquiets. Ils préparent une transition. Et cette transition, il faudrait qu'ils mettent leurs pions. Et lorsqu'on est un peu libre, et lorsqu'on a des ambitions pour son pays, eh bien, celles-là ne peuvent pas vous valider. La disqualification de Maurice Kamto ne vient donc pas seulement de Tanganyika ou de Mbangwa, mais ça vient aussi d'ici, de ceux qui ont installé Paul Biya là-bas et qui savaient qu'il peut être en danger si jamais Maurice Kamto est témoin. D'où sa disqualification. Bien évidemment, dans ce processus, de la même façon qu'ils étaient venus avec soi-disant Transparency International pour soi-disant plus de transparence et on s'est rendu compte que c'est des faussaires, ils nous ont dit qu'ils avaient signé un contrat avec l'ONU pour que les élections soient transparentes. L'ONU n'a jamais eu à condamner tout le bricolage, le bidouillage et surtout le vol, l'escroquerie qui ont été organisées avec un bandit qui d'ailleurs lui-même vient d'être chassé de son village. Yabga. L'ONU s'est tue. La communauté internationale a fermé les yeux. Aucun ambassadeur n'a réagi. Oui, Maurice Kamto est donc sorti de la partie. Maintenant, c'est Issa Chiroma et d'autres qui sont en train d'entrer en scène et qui, curieusement, ne laissent pas aussi le régime en place dormir. C'est maintenant que l'ONU se réveille, parce que l'ONU voit ce qui risque d'arriver. Au soir du 12 octobre, c'est-à-dire que 13 octobre, que ça risque de chauffer au nord, au Grand Nord, ça risque de chauffer dans le littoral, et alors, l'ONU commence déjà à devenir médecin après la mort. Ou plutôt, ils sont en train de vouloir dire que nous, on est Ponce Pilate, on avait déjà averti au régime que calmez-vous, vous êtes en train d'empêcher que Maurice Kamto ait l'élection. Mais à quelle heure? On a d'ailleurs dit que, oh, il y a quelqu'un qui est maintenant en train de, ou Michel Noutcha-Tchessi, qui était en train de saisir la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel pour la réhabilitation de Maurice Kamto. Dans un pays normal, on aurait dû réhabiliter Maurice Kamto. Lorsqu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait un faux grossier et grotesque, l'ONU aurait pu réagir en ce moment-là pour demander, comme en Côte d'Ivoire, là où elle avait déjà créé, provoqué la guerre, que, attention, danger, laissez Maurice Kamto aller à l'élection, ne le disqualifiez pas sur des fallacieux prétextes. Ils se sont tués parce que ils ont un programme de laisser Biya là pour un certain temps. Et juste après, je vous dirai ce que l'ONU et surtout la communauté internationale entend faire. Donc, ils voudraient qu'ils avaient programmé que non, l'élection va se passer au calme, il n'y aura rien et tout, parce qu'il n'y aura que des faire-valoir. Mais le problème, c'est que Issa Chiroma est en train de hausser le ton. Et ils sont en train de voir également certains qui étaient découragés, qui n'étaient même plus partis retirer leur carte, mais qui repartent retirer leur carte et qui attendent même la mobilisation et peut-être même l'appel de Maurice Kamto pour le soutien d'un candidat. Et du coup, l'ONU sort donc pour dire vraiment, il y a ceci, le haut commissaire aux droits de l'homme, qui pourtant est au courant des tortures que les Camerounais subissent, qui pourtant est au courant de toute la barbarie que les partis politiques, les hommes politiques subissent, qui pourtant est au courant bien avant de l'élimination programmée de Maurice Kamto. Mais c'était tu. Lorsque Maurice Kamto revendiquait déjà même que mais, le contrat même avec l'ONU là, ça veut dire quoi? Personne ne parlait.
Mais maintenant, ils sont en train de parler. S'ils font cette sortie, c'est parce que ça sent du roussi. Maurice Kamto paraissait mort, mais il semble également qu'il est ressuscité. Et on est en train de craindre qu'il puisse être encore plus dangereux qu'avant. Et alors, l'ONU fait maintenant semblant de tirer les oreilles au gouvernement de Satan, que lui-même a laissé prospérer dans son enfer, en choisissant bien évidemment comment il allait truquer les élections. Regardons donc maintenant la réaction de l'ONU et certainement les conséquences dans les prochains jours par rapport à notre pays. L'ONU est en train actuellement de danser le makassi. Que dis-je? C'est le mangambe. Allez, aïla, 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 ongamka, ongamka, ongamka. Allez, on y va! À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue en octobre au Cameroun, les Nations Unies ont appelé le gouvernement à garantir un scrutin libre et transparent. Alors que plusieurs incidents récents suscitent des inquiétudes quant à la tenue d'un processus électoral équitable. Nous appelons aujourd'hui le gouvernement du Cameroun à garantir un environnement propice à un scrutin libre, transparent, inclusif et véritable. Un accès équitable à la participation aux processus électoraux pour tous les Camerounais est absolument essentiel. Jeremy Lawrence, porte-parole du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a attiré l'attention sur les restrictions croissantes imposées aux partis politiques d'opposition à l'approche du scrutin. Plusieurs rassemblements ont été interdits dans un contexte de restrictions croissantes sur les activités des partis politiques d'opposition à l'approche du scrutin. Des préoccupations ont également été soulevées concernant l'exclusion de certaines personnalités politiques de la course électorale, ainsi que des irrégularités dans l'enregistrement des électeurs. Récemment, une interview télévisée en direct d'une personnalité politique a été interrompue par les forces de sécurité. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, briguera un 8e mandat, après avoir annoncé en juillet sa candidature. Salam alaikum. Je suis le docteur Boutier Jean-Pierre, secrétaire régional MRC. Le MRC n'est pas là. L'ONU vient de faire la sortie. Et ils vont interdire au MRC. Pour une visite de courtoisie au siège régional du MRC dans la. Est-ce qu'on peut avoir le nom là? Chef-lieu Garoua, pour rencontrer mon homologue, la régionale, Madame Hadja Asmaou, et aussi remettre donc un appui logistique de 10 chaises. 10 chaises donc provenant des petites cotisations des militants de la région de l'extrême nord. Il s'agissait tout simplement d'une rencontre donc privée, interne. Il ne s'agissait pas d'une manifestation publique. Donc, à notre grande surprise et au grand regret, nous avons constaté que le siège a été entouré, encerclé par les services des renseignements généraux, ainsi que des policiers et des gendarmes de la ville de Garoua. Nous condamnons fermement cet acte d'intimidation. Le MRC est un parti légalisé. Le MRC a le droit de tenir ses réunions et les militants du MRC donc, ont le droit de se rencontrer, de se parler dans la convivialité. Le MRC n'étant pas un parti banni, nous condamnons donc les agissements des forces de maintien de l'ordre qui nous donnent l'impression qu'ils n'agissent pas au service du peuple, dans l'intérêt du peuple, pour protéger les droits des citoyens, mais qu'ils agissent pour protéger un clan, pour protéger un homme dont le bilan est macabre. Ceci dit, nous restons calmes et continuons nos activités dans le respect des lois de la
République, le commissaire Nanga, puisque c'est comme ça qu'il s'est présenté, m'a intimé l'ordre de quitter immédiatement Garoua. Nanga, il est Nanga du Garoua quand je voudrais, car je suis Camerounais. Merci beaucoup. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois au sujet du professeur Maurice Kamto. Je pense qu'on aurait eu une élection digne de ce nom en acceptant que toutes les forces vives soient représentées dans la compétition. Je pense qu'il faut ouvrir largement l'espace à la participation, mais pas du tout fermer l'espace en stigmatisant les gens au nom de leur appartenance tribale. Si les acteurs contemporains de l'opposition et de la société civile engagée vous appellent à mener des actions ensemble, est-ce que vous irez? Je peux ouvrir des portes, mais je ne suis pas du genre à participer à des actions, disons, à militer dans un parti politique. Je ne milite dans rien du tout. Je ne milite même pas dans le syndicat des enseignants de mon université. Et qui révèle ici que si Macron aussi, tant pouvait d'abord éliminer, la liberté de penser, c'est parce qu'il est de l'Ouest. Elle est d'autant plus importante que l'on ne doit rien. Et la France ne veut pas quelqu'un de l'Ouest au pouvoir. Voilà la vérité. Pas à qui que ce soit, parce qu'au moins on doit la vie à ses parents, etc. Mais enfin, lorsqu'on n'est absolument pas dans un état d'endettement moral ou matériel par rapport à des puissances de quelque nature que ce soit. Certains de nous, on est obligé si vous voulez, de monter au front parce que, effectivement, le système a écarté ceux qui auraient pu porter ce type de parole. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois au sujet du professeur Maurice Kamto. Je pense qu'on aurait eu une élection digne de ce nom en acceptant que toutes les forces vives soient représentées dans la compétition. Ceci n'est pas proprement camerounais, puisqu'on le voit ici et là. Je parle de la Côte d'Ivoire, par exemple. D'autres compétiteurs ont été expulsés du champ de la compétition. Je pense qu'il faut ouvrir largement l'espace à la participation, mais pas du tout fermer l'espace en stigmatisant les gens au nom de leur appartenance tribale. Je voudrais que tout le monde se calme. Je n'ai aucune ambition politique. Je n'en ai aucune. Ma contribution, c'est par la réflexion. Elle se fait d'ores et déjà à travers les ouvrages que j'ai écrits, plus d'une dizaine, traduits dans plus de 20 langues dans le monde. Une pensée qui circule et qui est reconnue sur le plan international. Ma contribution, elle se fait d'ores et déjà à travers la Fondation de l'innovation pour la démocratie que j'ai mise en place et que j'anime par le biais de la recherche, par le biais de la formation et par le biais de l'appui à des initiatives de terrain. Et ceci a pour champ général l'ensemble du continent, puisque la Fondation elle est présente dans plus de 40 pays en Afrique. Je crois que tout cela est déjà suffisamment étayé, important. Les gens du RDPC disent que lui n'a jamais rien fait. Disons, d'autres tâches qui reviennent en priorité. On respecte ce monsieur partout. Qui vivent au Cameroun. Mais les RDPC viennent l'insulter. Les puissances étrangères, la France, la Chine, la Russie, Israël, ne sont-elles pas au fond les principales alliés de ce pouvoir qui ne veut pas mourir, et donc une partie du problème auquel va se heurter la coalition que vous appelez de vos voeux?
Est-ce qu'ils vont comprendre que le Cameroun ne peut plus vivre dans ce genre de folklore postcolonial? Bandakane, tu as entendu les gens qui nous tiennent. C'est ce que je suis en train de dire. Israël, Chine, France, Le États-Unis, folklore tout ça. a lieu Le parce Cameroun que est le seul pays qui n'a nous pas sommes obtenu son constitués en indépendance. force suffisamment solide et cohérente pour dire ce que nous voulons et comment nous le voulons et ce dont nous ne voulons plus. Et donc, lorsque nous nous serons constitués en force capable de faire contrepoids aux intérêts étrangers, eh bien, nous serons écoutés. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est à construire cette force, je pense. Donc, vous comprenez que Paul Biya, il est là pour les puissances étrangères. C'est ce qu'il vous dit. Contemporain. Alors, faisons un effort d'imagination et pensons à une sorte de jour zéro, en se posant la question de l'après. Comment dessiner aujourd'hui un horizon véritable? Quelle recette pourrait, à votre avis, permettre un sauvetage du Cameroun? Quel est le chantier le plus urgent? Est-ce que c'est la forme de l'État, la lutte contre la corruption, le retour à la paix dans le nord-ouest, dans le sud-ouest du pays? Quelle forme tout cela peut prendre? À quoi peut ressembler le jour zéro? Le fameux jour de la libération dont vous avez parlé dans notre édition précédente. Oui, le jour de la libération. Il faut débloquer l'esprit et défataliser l'imaginaire. Tout cela pour pouvoir retrouver, renouer en tout cas, avec l'esprit de création. Et une manière de le faire, c'est de construire au centre du pays une nouvelle capitale à vocation panafricaine et qui appartienne à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Vous avez relisez la presse de l'époque. Vous voyez la stigmatisation qu'on fait sur les Américains. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène latent. Hérité de la colonisation. Il faut lire ça sous cette forme. Donc il faut avoir le courage d'en parler. Il faut avoir le courage d'en parler. Donc les gens qui disent là, oh yo, il fallait que Maurice Kamto aille obtenir qu'il aille aux élections. Même s'il allait aux élections, il était éliminé. Il était éliminé. Qu'on devrait aborder avec beaucoup de courage. Quel que soit ce qu'il faisait, il était éliminé. Une provocation qui risque d'enflammer, bien évidemment, encore plus la situation. Il était déjà éliminé par les chancelleries occidentales, pour être clair, Un objectif qui protège Paul Biya. qui se fonde sur un certain nombre de données. Je vois, nous qui, je ne sais pas dans quel quartier vous vivez, mais quand on discute avec les non-bamileke, il est évident que l'idée qu'il y a toujours, c'est que ces gens sont des envahisseurs. C'est un sentiment que vous retrouvez dans tous les quartiers. Ils sont des envahisseurs, oui, voilà, et qu'il faut de toutes les manières leur barrer la route, parce qu'ils ont déjà l'économie, s'ils ont la politique en plus, c'est très grave. Et on dit d'ailleurs que les Bamileke l'ennuient, hein, c'est qu'ils ne savent pas partager. Tout, c'est la communauté et les autres rien. Donc voilà, moi c'est des choses que je vis dans mon quartier. Hein. Je vis dans mon village. On dit on ne vend pas du terrain au Bamileke. C'est des choses, je ne sais pas si vous vivez sur une autre planète pour ne pas avoir conscience de tout cela. Et puis, je vous dis, il y a depuis très très longtemps, hein, ça fait plus de 30 ou 35 ans que je fais ma route depuis que je suis rentré de France. Je fais la route j'ai été quelques années vice-doyen à l'université de Tchad. Et je dis, mais je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que quand vous revenez, vous venez de l'Ouest. Combien de barrages de police, de contrôle de police? Il y a un problème. Ça, c'est l'effet du tribalisme aussi. Mais évidemment, non, de babylophobie. Parce qu'on les soupçonne toujours de préparer un mauvais coup quelque part. Hein? Donc, oui, c'est plus l'histoire du maquis, c'est resté. Hein? Donc,
vraiment, vous allez de Bafoussam à Yaoundé, il n'y a pas moins de 5 contrôles où on vérifie si vous ne transportez pas des armes ou d'autres choses. Donc, ces choses-là, il ne faut pas les ignorer. Je crois qu'Achille est très bien au courant de ce qui se passe dans le pays. Il a des informations qui sont celles que moi, j'ai également. Et que s'il parle de bamiphobie, il faut dire qu'il y a quelque chose de pertinent là-dedans. D'accord. Je crois que c'est quelque chose de très... On ne construira pas une communauté nationale si on a vis-à-vis des uns et des autres des soupçons de malveillance, comme ça se passe en ce moment. On a un État trop divers qui demande qu'on gère la diversité à travers des discussions inclusives. Et on a en même temps un système qui encourage la compétition. Conséquent, on se retrouve avec une communauté très dynamique, très vaillante, qui prend beaucoup plus que les autres. Et les autres disent que non, tu es dangereux pour vivre ensemble commun. C'est ça le problème de fond. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes ici devant la conséquence d'un mauvais modèle institutionnel. Est-ce qu'on peut le régler? Est-ce qu'on peut rattraper cela? Mais justement, dans les pays qui ont adopté un modèle fédéral, résolvent ce problème-là. Parce qu'en fait, ils mixent un peu des deux. L'État unitaire, tel qu'il est fait, regardez un peu, l'État unitaire lui-même est obligé d'introduire des dispositions contrairement à sa propre nature, comme l'autochtonie. Or, l'autochtonie, ou des concepts pareils, sont plutôt des concepts de l'État fédéral. Donc, il faut... Le problème, c'est ce qu'ils appellent bamiphobie. Non. C'est normal. Il y a le fait que les Bamileke sont un peuple extrêmement, je dirais, plus dynamique que les autres. Et nécessairement, ce dynamisme-là va être confronté aux autres. Parce que les autres vont estimer qu'ils sont en train de vouloir s'attabler des espèces collectives. Quand les gens posent problème en termes de bamiphobie, quelle solution ils peuvent apporter? Il n'y a pas de solution dans l'idéologie de la bamiphobie. Il y a la solution dans la bonne compréhension du problème. Laisser un modèle qui permet aux Bamileke d'exprimer leur dynamisme sans que pourtant ce dynamisme apparaisse comme un danger pour les autres. C'est ça la bonne solution. Pour ça, Jean Koufan. Nous allons d'abord arrêter. Nous allons. Voilà. On va baisser. Baisse encore. Baisse encore. Baisse complètement. Mesdames et messieurs, pourquoi est-ce que vous voyez que l'ONU est là et subitement vous voyez bamiphobie? Peut-être vous allez vous poser des questions. Parce que ce sont les mêmes erreurs qui sont commises en Afrique. C'est-à-dire que on oppose des peuples et souvent c'est les puissances coloniales qui sont là avec l'ONU. J'ai toujours évoqué le cas du Rwanda. La France était là, avec Habyarimana, livrer les armes, exactement comme on livre à Paul Biya. Après, il y a eu un ressentiment, une haine entre Hutu et Tutsi. Je dis bien que la communauté internationale était là. La France était là. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu au moins 1 million de morts. Au moins 1 million de morts au Rwanda. La France était derrière. En Côte d'Ivoire, on a vu la même chose. L'ONU avec la France. La guerre a éclaté. Les Ivoiriens se sont tués pêle-mêle. Et ça permet en même temps de venir gagner
des marchés. On a vu cela dans plusieurs endroits, donc, y compris même dans le Zaïre là. Mais le danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est que effectivement, lorsque vous arrivez à la bamophobie, lorsque vous dites que tel ne peut jamais aller au pouvoir, et qu'il y a trop de ressentiments, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs partis politiques au Cameroun. Mais on prend seulement les militants d'un seul parti, chaque fois on les jette en prison. Comme je disais tout de suite là, est-ce que vous avez vu les militants de l'UNDP en prison? Et ils ont porté la voiture du sous-préfet. On n'a arrêté personne. Est-ce que vous avez vu les militants de Issa Chiroma en prison? Non. Et ils ont chassé le préfet, le gouverneur et comme ça. Personne en prison. Est-ce que vous avez vu les militants du PCRN de Cabral Libi en prison? Non. Cabral Libi lui-même s'était tenu en public devant les caméras pour dire que lui, il agit seulement avec l'essence, le carburant et brûle tout le monde. Mais si donc Maurice Kamto ne fait que dire depuis changement dans la paix, par les urnes et par la paix, ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il sait que il suffit de tac, ce sera l'incendie. Bien évidemment, c'est... Les colons viendront toujours, hein. C'est eux qui vont refaire, ils vont dire que bon, voici la ligne de démarcation, maintenant on va reconstruire, donc tel, ceci vient, cela et tout. Et si vous constatez donc, c'est Achille Mbembe qui vous le dit, et vous l'avez vu, que Paul Biya, qu'on dit panafricaniste, ne défend pas les intérêts des Camerounais. C'est pour cela que les Occidentaux préfèrent vous vanter un vieillard croulant, 43 ans, qui triche les élections. Parce qu'ils leur donnent leur argent. Et ils ont dit que non, les autres là, ils peuvent faire comme ça là. Ils vont même trouver des partenaires pour venir investir. Parce que nous-mêmes, on a eu des problèmes là avec les brasseries. Ils sont partis créer UCB. On a eu des problèmes là avec ceci. Ils ont créé des entreprises qui mettaient à mal nos structures. Voilà le problème. Ce n'est pas des Camerounais qui sont nés pour détester les Bamileke. Ce sont les Occidentaux. Ce sont les gens qui ont placé Paul Biya. Qui savent que s'il y a des peuples dynamiques, c'est la même chose qu'ils ont fait avec les nordistes. Au temps d'Aïdjo, mais les nordistes étaient beaucoup, comme d'ailleurs Issa Chiroma l'a rappelé, ils étaient dans des affaires. Ils étaient ceci et cela. Progressivement, on les a écartés et on a pris leurs élites, on leur a donné à manger, que n'ayez pas d'ambition. Restez seulement là à côté de nous et nous servons le colon. Mais alors, attention, pourquoi il parle maintenant? Les États-Unis, la France, n'avaient pas vu venir ce qui s'est passé au Burkina. Ils avaient les Camerounais, non? Parce que d'abord, ils ont commencé, ils tournaient avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'était leur gars. Mais quand le peuple s'est réveillé, Compaoré est parti. Et ils ont manipulé Kaboré. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est terminé, non? Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore même au Burkina? Le Burkina a déjà même refusé même la langue française. Ils disent maintenant que c'est la langue de travail. Maintenant, ils exploitent même leur or. Tout le monde applaudit Ibrahim Traoré. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Toujours dans des mêmes choses. C'est-à-dire que les Nigériens avaient leur uranium. On te dit que l'uranium là, oh, c'est telle puissance, les puissances coloniales viennent exploiter. Ils avaient ceci et cela, et de l'or et tout et tout. Capables de pouvoir eux-mêmes financer la Banque de France.
Mais on les maintenait. Et on présente toujours... Mais quand ils ont dit, c'est terminé. C'est la même chose qui s'est passée au Mali. Le Mali était même en tête. Mais les Français étaient là-bas, oh, on lutte contre les terroristes, on lutte, nous sommes les seuls capables de faire ceci, oh, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais on n'a pas vu le pays se développer. Puis c'est terminé. Parce que certains devenaient terroristes, d'autres ceci et cela. Au Cameroun, et il y a eu une guerre. Cette guerre-là, pourquoi la France est venue faire la guerre chez nous? Pourquoi? Donc vous vous rendez compte que on sort à peine un rapport que voici ce que la France a fait au Cameroun, à pied. Et les Camerounais sont contents moins de 2 mois après. On dit, voici ce que l'armée française a pillé. Comment ils ont tué vos gens. Et tout. 2 semaines, 2 mois après, les Camerounais applaudissent que c'est l'ambassadeur marchand qui vient leur parler. Que ce sont les puissances étrangères qui les opposent. Ils sont contents. Regardez là maintenant, le nouvel ambassadeur Ouriquier, il est arrivé jeudi 4 septembre. Il est là, c'est-à-dire que pour la présentation des lettres de créance. Paul Biya ne peut pas le recevoir puisqu'il est fatigué. Qui le reçoit? C'est le jeune Belambela. Maintenant, peut-être il va rentrer, parce qu'il va rentrer avec les lingots d'or. C'est pour ça que vous voyez que Paul Biya ne reçoit les ambassadeurs que quand il rentre. Il dit, elle va donner ça. Exactement comme ça se passait en République centrafricaine. Giscard d'Estaing, non seulement il prenait la première dame, mais il prenait de l'or, des diamants et tout, il rentrait avec ça en France. C'est quand le scandale a éclaté qu'on a su. C'est la même chose que Paul Biya fait. Il prend nos lingots d'or, il prend ceci, il leur donne quand tu pars. Comme ça, tu pars défendre Paul Biya là-bas, qui a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Maurice Kamto avait donc dit, avait fait une déclaration sur la place de la République. Et il avait dit, soutenez les États de l'AES. Voilà là où il est mort. Voilà là où ils ont dit que non, on ne peut pas vouloir de lui. Que celui-là, il veut la souveraineté. Mieux on garde notre jouet ici. On le garde. Jusqu'à ce que ils seront même capables, s'ils partaient même en Chine là, ils allaient même fabriquer un masque chinois et ils allaient nous présenter souvent le sosie là que voilà, c'est Paul Biya. On allait rester là pendant 125 ans. Ils allaient nous dire même que non, mais Paul Biya, vous savez qu'ils nous ont d'abord mis un faux truc dans la tête. Paul Biya, sa famille, vraiment, ils vivent nombreux. Ils vivent nombreux. Et ils vivent longtemps. Et ils dépassent toujours 100 ans. J'ai dit que c'est quelle histoire que vous êtes en train de raconter là? C'est encore des fariboles qui ont été inventés par les Occidentaux. Mais le frère de Paul Biya, l'aîné de la famille, il est mort à quel âge? Il avait beaucoup fait, non? Mais il est mort en 2012. Comme j'ai dit, à 85 ans. L'autre frère, il était mort. L'autre frère de Biya, il était mort à 52 ans. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est une famille qui vit longtemps, Et puis, vivre longtemps ne veut pas dire que tu peux être président. On a besoin, nous avons des jeunes, nous avons une économie dynamique, nous avons un sous-sol. Nous voulons quelqu'un qui soit capable de nous représenter à gauche et à droite, quelqu'un qui aille signer les contrats, quelqu'un qui vienne avec d'autres qui vont faire que on vienne avec des technologies et non qu'on aille avec des morceaux de bois et ceci et cela à l'étranger. Comment se peut-il que jusqu'à présent, on ne transforme pas notre bois? Parce qu'on coupe, on part seulement avec. On prend l'uranium, on part avec. Manganèse, on part avec. Le fer, on part avec. Aucune usine de transformation. Dans notre propre pays.
Les gens sont au chômage, alors que nous avons toutes les richesses naturelles. Et les gens viennent nous raconter que Paul Biya est panafricaniste, qu'il aime le pays, que ce sont les autres qui veulent vendre le Cameroun. Quand l'ONU parle là, c'est parce que... Pourquoi ils viennent maintenant parler de Maurice Kamto? Quand on a éliminé Maurice Kamto, il fallait parler. Vous venez parler de Maurice Kamto parce que maintenant, il redoute. Il redoute qu'il y ait la moindre coalition entre les gens de l'Ouest, qu'ils redoutent, qu'ils ont voulu écarter, et le Grand Nord. Eux, ils avaient bâti leur chose que Nord-Sud, Nord-Sud, Sud-Nord, Nord-Sud, Sud-Nord. Les autres, ils ne sont pas dedans. Mais en faisant l'erreur d'éliminer Maurice Kamto, donc ils écartent les Bamileke. Boum! Ils viennent de tomber dans un autre, dans une rigole où ils ne peuvent plus, ils ne comprennent plus, ils guettent, ils voient comment ça commence à monter. Donc ils savent que d'ici 2 semaines, ça va encore monter. Et qu'il peut avoir une crise post-électorale. Et que l'association Nord-Ouest, plus la crise qu'il y a au Nozo, ça risque de leur être fatal. Et comme d'habitude, ils maintiennent toujours un chefaillon sur un comptoir colonial et c'est le peuple qui vient le chasser. Les chassent de telle sorte qu'ils partent souvent, on leur dit que oh, prenez vos armes. Ils ne savent même plus comment les porter. On leur dit, allez, vous avez tel ou tel nombre de jours et puis et tout. Paul Biya est le dernier des Mohicans. Il n'est pas camerounais. C'est un esclavagiste ou un néo-esclavagiste. D'où sa politique tribaliste inspirée des programmes coloniaux anti-Bamileke.